Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la Greenhouse de l'Ouest Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui pour échanger au sujet de la réforme des impôts sur les traitements et salaires. Sans plus tarder, nous allons démarrer notre conférence avec le mot de bienvenue et l'introduction de notre leader Afrique francophone, M. Marc Wabi. Merci beaucoup, MC. Je disais qu'il ne faut pas que le travail de MC prenne la place sur le travail d'expert que tu es. Mais je pense que ça contribue à renforcer ton empreinte. Mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier, toutes et tous, de participer donc à cette conférence. Je voudrais remercier davantage ceux qui nous suivent en ligne. On me dit que vous êtes près de 400 à nous suivre aujourd'hui, ce qui est la justification de l'initiative que les équipes juridiques et fiscales de Deloitte ont prise, et en association avec Julaya, que je voudrais remercier. Il est dans l'objectif de Deloitte de sensibiliser à la fois nos clients, les prospects, mais aussi les étudiants et l'ensemble de la population ivoirienne sur les réformes structurantes que prend le gouvernement. Et je crois que cet événement rentre dans ce cadre. La réforme des impôts sur les traitements et salaires est une réforme structurante donc, du gouvernement ivoirien qui a un impact sur les travailleurs et donc un impact important puisque ça touche le porte-monnaie des travailleurs. Et on a voulu, au regard de l'importance de cette réforme et en association avec Julaya, expliquer à nos clients, expliquer aux entreprises installées en Côte d'Ivoire, expliquer aussi aux étudiants qui appliquent donc ces règles fiscales à l'école, expliquer à toute cette population ivoirienne quelle est l'essence de ces réformes-là et comment ces réformes vont impacter leur vie et surtout susciter des échanges avec les experts, avec les entreprises, pour voir dans quelle mesure des recommandations, des commentaires pourraient être faits et communiqués donc au gouvernement qui, dans son initiative de réforme, tient compte assez régulièrement des avis, des commentaires des populations ivoiriennes. Je voudrais remercier Julaya, que personnellement, j'avoue, je ne connaissais pas. Et depuis près d'un mois, ils nous ont assistés, ils ont été à nos côtés pour organiser cet événement. Et je pense que l'association avec Julaya traduit aussi la pertinence de proposer donc à l'écosystème économique ivoirien à la fois l'expertise d'un cabinet comme le nôtre, mais également les solutions innovantes que peut proposer donc des entreprises comme Julaya. Je pense que vous aurez l'occasion de pouvoir mieux connaître cette entreprise, de connaître ces solutions qui sont innovantes et qui, en rapport avec cette réforme, devraient permettre de faciliter donc le règlement des salaires d'Ivoiriens et aussi faciliter donc les solutions de trésorerie pour les entreprises. La réforme, comme je vous disais, est une réforme structurante. Il est clair que cette réforme change profondément l'habitude fiscale que nous avions, notamment en ce qui concerne l'impôt sur les traitements et salaires. Je ne veux pas m'attarder sur les questions techniques. Je pense que Ursula et ses équipes pourront en détail rentrer dans cette disposition. Pour ma part, je note que cette disposition rentre dans la vague de dispositions de modernisation du dispositif fiscal. L'État a compris l'appel des entreprises, de la Chambre de commerce, du patronat ivoirien, sur le fait que nous devons
avoir un dispositif fiscal beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et qui permette donc de se projeter, de faire des analyses sur du long terme et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Pour ma part, et en tant que d'abord membre du patronat comme de la Chambre de commerce, mais aussi en tant qu'employeur, je pense que la facture, même si elle a été un tantinet réduite, reste quand même lourde. Hein. Le taux marginal est autour de 32%. J'essaie de faire un calcul là avant de venir vous voir. Pour quelqu'un qui gagnerait 8 millions de francs CFA, il paierait plus du quart de son salaire à l'État. Ce qui reste pour moi un montant élevé. Il est clair que le gouvernement a un bon usage de ces revenus qui sont collectés, mais il est aussi bon pour les entreprises que nous sommes, mais aussi pour nos salariés, de nous aider à continuer de recruter des Ivoiriens. Et le coût de l'impôt reste un élément un peu trop important dans la décision de recrutement. Vous savez, quand vous devez recruter quelqu'un, que vous devez engager mensuellement près de 15 à 20% de taxes et que lui aussi doit engager sur ce qu'on va lui remettre entre 16 et 30%, c'est une question qui devient une question importante pour l'employabilité. Donc, je pense qu'un effort important a été fait, mais il doit être continué dans le sens de réduire le taux d'imposition, qui reste pour ma part élevé. Globalement, entre l'employeur et l'employé, on a une contribution qui frise les 40%, voire plus, ce qui me paraît important. Et si on veut décliquer donc la problématique de l'employabilité en Côte d'Ivoire, il faudrait réfléchir donc à prendre encore plus de mesures sur cette question. Je vais donc vous laisser avec les experts juridiques et fiscaux de Deloitte. Je vous remercie de votre présence et bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci infiniment, M. Wabi, qui, je rappelle, est notre leader régional Afrique de l'Ouest et directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire. Comme nous l'avons précisé tout à l'heure, comme M. Wabi l'a également rappelé, cette conférence est en partenariat avec Julaya. Julaya n'a pas des représentants parmi nous, mais leur fondateur n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Et vu le décalage horaire, il est aux États-Unis, il ne pourra pas intervenir en live. Il a toutefois tenu à s'adresser à vous à travers un élément vidéo qui va nous être présenté. Monsieur Mathias Léopoldi, fondateur et directeur général de Julaya. Chers partenaires, chers clients, chers collaborateurs, bienvenue à cet événement sur la réforme de l'impôt sur les traitements et salaires, organisé en partenariat avec Deloitte Côte d'Ivoire. Je suis Mathias Léopoldi, président de Julaya. Alors, une brève introduction sur Julaya. Nous sommes une start-up fintech spécialisée dans la digitalisation des transactions financières des entreprises. Depuis 2018, nous permettons aux entreprises en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin d'envoyer de l'argent en masse sur les portefeuilles de monnaie électronique pour payer leurs salariés non bancarisés. C'est le cas notamment dans les secteurs de la construction, de la logistique, de la sécurité et du transport. Nous permettons également aux entreprises de pouvoir collecter les espèces de leur encaissement de vente dans les points mobile money, comme dans le secteur du retail. Nous proposons également une carte bancaire prépayée qui permet de gérer les dépenses des collaborateurs en Côte d'Ivoire et à l'international. Et depuis cette année, nous proposons avec notre banque sponsor Mansa Bank un prêt agile de trésorerie très innovant, décaissé en moins d'1 heure et allant jusqu'à 25 millions de francs CFA. Le but de cet événement, c'est de vous permettre d'analyser les impacts de la nouvelle réforme sur l'impôt sur les traitements et salaires et de repartir avec un fichier Excel de simulation très pratique et opérationnel pour que vos équipes ne manquent pas le coche de cette réforme dès l'année prochaine. Je tenais, malheureusement en déplacement, à remercier chaleureusement notre partenaire de Deloitte Côte d'Ivoire pour l'organisation et tout particulièrement Marc Wabi et Ursula Dutosier pour leur travail sans relâche dans cette organisation. Je vous remercie pour votre présence et espère vous revoir bientôt dans nos futurs événements. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à M. Léopoldi pour son intervention. Comme M. Wabi l'expliquait tout à l'heure, c'est un projet de Deloitte Côte d'Ivoire, mais à la partie technique se trouve le département d'Axel Nigol, qui est dirigé par Maître Ursula Dutosier, qui va présenter le contexte et les enjeux de la réforme. Merci beaucoup, Paul Eddy, pour cette introduction. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, j'ai le plaisir d'intervenir ce matin afin de vous présenter le contexte,
les enjeux et les résultats attendus de la réforme. Mais avant, j'aimerais partager avec vous les résultats d'un sondage que nous avons réalisé justement dans le cadre de la préparation de cette conférence. On va aller sur le sondage. Nous avons donc interrogé 100 personnes afin de tester leur connaissance de la réforme. Et nous leur avons posé 2 questions. La première question, c'est est-ce qu'ils savent en quoi consiste concrètement la nouvelle réforme sur les ITS? 94% de ces personnes ont entendu parler de la réforme, mais ne savent pas vraiment ce que c'est, contre 6% qui n'ont jamais entendu parler de la réforme. La deuxième question, c'est l'impact de la réforme, ou sur les ressources humaines, ou sur la trésorerie, ou éventuellement s'il y a d'autres impacts qui seraient recensés. À cette question-là, 41% ont répondu que cette réforme aura un impact, sur les ressources humaines, 30% sur la trésorerie et 24% ont dit qu'il y aurait des impacts, mais ils ne savent pas réellement ce que c'est. Ce qu'il faut retenir de ce sondage, c'est que de façon générale, la réforme est très peu connue du grand public. Et c'est très bien parce que justement, on est là pour clarifier tout ceci. Et à l'issue de cette conférence, on espère que vous aurez toutes les lumières pour pouvoir appliquer tout ceci dans vos différentes organisations. Alors, la réforme des ITS en 4 dates clés. Pour que vous puissiez comprendre l'historique, on va resituer le contexte. Marc en a parlé tout à l'heure, mais depuis novembre 2022, on a travaillé justement sur cette réforme. Il y a eu un cadre de travail qui a été mis en place par le ministère du Budget. Et en novembre 2022, il y a eu la vulgarisation des travaux et la phase test. Deloitte a naturellement été associé à ces travaux. Donc, il y a eu 4 scénarios qui ont été proposés dans ces travaux. Et le 4e scénario qui a été retenu, c'est celui qui fait l'objet de l'ordonnance, donc de la réforme. Ensuite, en septembre, on a tous assisté et vu, enfin, lu le communiqué du Conseil des ministres et l'adoption par la suite par ordonnance du président de la République. On s'attendait à on va dire, à ce que cette réforme-là, on puisse légiférer au travers d'une loi de finances, mais c'est passé par une ordonnance. Enfin, on a la publication au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire le 17 octobre exactement. Donc la réforme est officiellement entrée en vigueur sur tout le territoire ivoirien depuis le 23 octobre 2023. Et ensuite, on a eu un communiqué de la Direction générale des impôts qui est venu confirmer que cette réforme s'applique à partir de janvier 2024. Donc au 1er janvier, le calcul des ITS ne sera plus le même. Il va falloir penser à réorganiser vos outils, votre comptabilité et même la présentation de vos bulletins de salaire. Cette réforme est motivée par la politique sociale du gouvernement et par la recherche de la simplification également. Donc, inégalité de traitement des salaires. On s'est rendu compte que les salaires les plus élevés supportaient moins d'impôts en comparaison aux salaires les plus bas. Donc, ça mettait tout de suite, ça venait violer un principe fondamental du droit, c'est l'équité. Il fallait corriger cela. Le deuxième point, c'est la cherté de la vie. On n'est pas sans savoir combien de fois c'est difficile en ce moment de vivre en Côte d'Ivoire et même à Abidjan. Donc, je ne vais pas débattre sur le sujet. Et ensuite, c'est le mode de calcul complexe. Donc, les salaires en Côte d'Ivoire supportaient l'impôt sur les sociétés. Il y avait une taxation proportionnelle. Les salaires supportaient la contribution nationale, une taxation progressive par tranche. Les mêmes salaires supportaient l'IGR, taxation progressive. Il fallait calculer, il fallait avoir un logiciel, c'était compliqué pour tout le monde. Et justement, avec les relations employeurs-employés n'étaient pas
n'était pas très clair parce que l'employé ne comprenait pas réellement comment son impôt était calculé. Et également, même avec l'administration, on s'est trouvé confronté à des questions au niveau des contrôles fiscaux où c'était très challengeant pour nous de comprendre les méthodes de calcul de l'administration. Il fallait simplifier tout cela. Il fallait simplifier tout ceci et justement, c'est l'un des enjeux majeurs de cette réforme. Simplification, modernisation, efficacité. L'idée, in fine, c'est que chacun de vous puisse, avec cette nouvelle réforme, calculer l'impôt qu'il doit. C'est le point majeur de cette réforme. Donc, on espère que ça sera le cas et qu'à l'issue de cette conférence, vous pourrez y arriver. J'aimerais, au titre des résultats attendus, insister sur le dernier point, donc maintien des intérêts de l'État. Ça, c'est un des points fondamentaux des résultats attendus. Mais c'est assez contradictoire parce que l'État perd de l'argent avec cette réforme. L'État perd 39 milliards dans son budget. Mais ces 39 milliards sont récupérés ou sont collectés, donc sont ressentis, on va dire ça comme ça, dans les poches des contribuables, qui peuvent ainsi acheter les biens de première nécessité et donc réinjecter tout ceci dans l'économie locale. Vous savez que l'État est dans une politique d'intéressement de l'économie locale et donc ça vient à point nommé. Également, je voulais terminer mon propos en vous citant quelques chiffres officiels qui ont été communiqués par l'administration fiscale justement à l'occasion des travaux. 94% des salariés du secteur privé ressortent bénéficiaires avec cette réforme, c'est-à-dire qu'ils payent moins d'impôts. 99% des salariés du secteur public ressortent bénéficiaires. 100% des retraités payent à coup sûr moins d'impôts. Donc, je pense que mes collègues pourront détailler tout ceci. Bien entendu, il y a des perdants, on n'est pas à 100%. Il y a assurément des perdants. Quelqu'un a levé la main devant. Donc, il y a assurément des perdants, mais ces perdants, ce que les textes nous disent, c'est que ces perdants ne payent pas plus de 95 000 francs pour les personnes du secteur privé et 33 000 francs pour les personnes du secteur public. Ceci étant dit, je pense que vous avez tous hâte de savoir concrètement en quoi consiste la réforme. Je vais donc laisser la parole à deux collègues, Pascal Dagou et Jean-Denis Boussou, qui vont tour à tour intervenir donc sur les aspects théoriques dans un premier temps et ensuite les aspects pratiques de la réforme. Pascal, je vous remercie. Ok, merci Ursula. Rebonjour à tous. Donc, comme annoncé par Ursula, on va entamer la phase de présentation détaillée de la réforme des ITS qui interviendra à partir de janvier 2024. Donc, comme l'expliquait Ursula, le principal motif qui justifie cette réforme, c'est la complexité de l'ancien système de détermination des impôts sur les salaires à la charge des salariés. Donc, comme vous pouvez le constater à l'écran, on avait 3 types de retenues salariales qui étaient déterminées selon des modalités différentes. Donc, on avait d'abord l'IS, l'impôt sur les salaires, qui était déterminé sur la base d'une taxation proportionnelle, qui consistait à appliquer un taux aux revenus imposables de chacun des salariés de l'entreprise. Donc, c'était la modalité de calcul la plus simple. Les choses se compliquaient avec la CN, où on avait une taxation progressive en fonction des tranches de salaire des différents salariés. Donc, on avait une tranche à 0% entre 0 et 50 000, et vous verrez que plus bas, on avait des tranches progressives qui étaient taxées à 1,5, 5 et 10%. Donc, vous voyez qu'on passe d'une taxation proportionnelle avec l'application d'un taux à des tranches auxquelles on applique des taux différents. Là où tout se complexifie davantage, c'est au niveau de l'IGR. Donc on a toujours le principe de la taxation progressive, mais là, on a un barème à 8 tranches au lieu
des 4 tranches de la CN. Et on avait ce qu'on appelait le quotient familial qui était déterminé selon une modalité assez particulière. Et comme l'a dit Ursula, très peu de personnes étaient à même, sur un papier, de calculer les impôts, ce qui justifiait le recours au logiciel EP. Excusez. Et donc, vu la complexité du système qui prévalait jusqu'alors, les autorités ivoiriennes ont entrepris d'instaurer de nouvelles mesures dans le cadre de cette réforme. La première mesure qui nous sauve un peu tous, que ce soit l'administration fiscale, les conseils fiscaux, c'est qu'on a un seul et unique impôt sur les traitements et salaires. Vous verrez, si vous lisez l'ordonnance, on ne parle plus des impôts sur les traitements et salaires à la charge des salariés, mais de l'impôt. Donc c'est ce qui change de façon, en termes de changement principal, c'est cela. Donc on n'a plus IS, on n'a plus CN, on n'a plus IGR, mais on a tout simplement l'ITS. Donc ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation concerne la taxation progressive. Vous me direz qu'elle existait alors, mais on le verra plus bas, elle est plus simplifiée. On n'a plus de taxation progressive pour 2 retenues CN et IGR, on a une seule taxation progressive. Et c'est ce qui est marqué juste en bas, adoption d'un seul barème contre les 2 barèmes actuels. L'innovation majeure, outre la fusion, c'est l'institution du principe de réduction d'impôts pour charges de famille. Il est tiré du nombre de parts, c'est-à-dire avant, pour ceux qui ont déjà calculé les salaires, pour déterminer l'impôt dû pour la CN et l'IGR, on faisait appel à la situation de famille de chaque salarié. On devait déterminer la situation matrimoniale, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire ou veuf. On devait, en plus de cela, tenir compte du nombre d'enfants à charge, ce qui permettait d'en arriver à un montant d'impôt à payer. Là, on le verra un peu plus bas, les choses se simplifient. On a toujours le principe des parts qui s'appliquent, mais on a systématiquement un montant d'impôt, enfin une réduction qui vient en diminution de l'impôt normalement dû par le travailleur. On a ensuite la tranche d'imposition à taux nul qui est harmonisée. Comme vous l'avez pu le voir, elle passait de 0 à 50 000. Vu la révalorisation du SMIC, on passe désormais une tranche avec l'intervalle, enfin, le montant maximum de 75 000. Donc de 0 à 75 000, vous avez une tranche exonérée pour l'ensemble des salariés. Et puis enfin, l'impôt sur les traitements et salaires ne concernait pas que les salariés, il concernait également les personnes à la retraite. Donc on a 2 mesures majeures. Le rehaussement du montant de la fraction exonérée qui passe de 300 000 à 320 000 francs. Donc, une personne qui a une pension de 320 000 exonérée, au-delà, il va quand même bénéficier de cette réévaluation à 20 000. Et puis, on a la réduction de l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans qui se matérialise par un abattement de 75% sur le montant de l'impôt normalement dû après la réduction d'impôt pour charges de famille. Donc voilà ainsi synthétisé l'ensemble des mesures. Ce qu'il faut garder en tête à l'issue de tout cela, c'est la nouvelle formule de calcul des ITS. On n'a plus 3 modalités de calcul, on en a une seule. L'ITS est désormais la somme des impôts par tranche de salaire, déduction faite de l'IRCF, qui est la réduction d'impôt pour charges de famille. Et donc, pour illustrer davantage mon propos, voilà désormais les tranches de revenus avec les taux correspondants. Donc de 0 à 75 000, la première tranche, elle est à 0%. Mais juste en bas, vous avez des taux qui varient jusqu'à 32% pour les personnes qui gagnent au-dessus de 8 millions de francs. Donc ils sont, comme l'a dit Marc, les personnes les plus taxées. Et enfin, lorsque vous avez déterminé la tranche, ou disons l'impôt qui est dû, il est désormais admis de réduire ce montant d'impôt dû par l'IRCF. Et on reprend le principe des parts IGR, donc qui revient sur ce nouveau format. Donc pour chacune des parts correspondant à une situation de famille, vous avez des réductions accordées par mois. Donc de façon simple, vous déterminez votre montant d'impôt sur les traitements et salaires qui est diminué des réductions qui sont fonction, elles, de votre situation de famille. Ça peut paraître encore abstrait, donc je vais laisser le soin à mon collègue Jean-Denis de vous présenter de façon pratique les impacts de la réforme des ITS sur
les salaires de personnes qui nous ont contactés. Merci. Merci Pascal. Bonjour à vous. J'ai le plaisir de vous présenter la session relative aux cas pratiques. Cette session qui se veut ludique va donc vous aider à maîtriser les subtilités de cette réforme. Aujourd'hui, nous avons retenu 2 cas et ensemble, nous allons répondre aux préoccupations des personnages retenus pour ces 2 cas. Le premier cas concerne donc M. Kofi Gombo, le plus grand vendeur d'illusions d'Abidjan. Nouvel employé de la société Faro Media SA pour une rémunération brute mensuelle de 500 000 francs. M. Gombo souhaite savoir l'impact que cette réforme-là aura sur son revenu net, c'est-à-dire son salaire net à percevoir. Pour y répondre, nous allons donc déterminer et comparer le salaire qu'il avait avant la réforme à celui qu'il percevra à partir de janvier 2024. Ainsi, il convient de déterminer le montant des ITS qui étaient dus avant la réforme. Pour une rémunération nette, pour une rémunération brute mensuelle de 500 000 francs CFA, le salaire taxable est de 400 000 francs, c'est-à-dire 80% des 500 000 francs. Sur ces 80 000 francs, sur ces 400 000 francs, vont s'appliquer l'IS, la CN et l'IGR. Excusez, je pense que voilà. Vont s'appliquer l'IS, la CN et l'IGR. En raison du timing que nous sommes fixés pour cette session, nous avons au préalable déterminé le montant des impôts dus. Ainsi, l'IS s'élève à 6 000, la CN s'élève à 24 700 et l'IGR à 57 077 francs. Pour un montant des ITS de 87 777. Il convient à ce stade donc de déterminer le montant de l'ITS qu'il va donc payer à compter de janvier 2024. À compter de janvier 2024, contrairement à ce qui se faisait avant la réforme, c'est le revenu brut mensuel qui constituera donc l'assiette de l'impôt. Sur ces 500 000 francs donc, chaque tranche vont s'appliquer à chaque tranche des 500 000 francs un taux progressif allant de 0 à 32%. Mais pour notre cas, il convient de noter que la tranche allant de 0 à 75 000 francs est exonérée de tout impôt, ce qui est une des innovations majeures de cette réforme. Ainsi, la tranche allant de 75 000 francs à 240 000 sera taxée à hauteur de 16% et le reliquat des 500 000 à hauteur de 21%. Ce qui va donner donc un montant de l'ITS brut de 80 000 francs 998. Étant célibataire et sans enfant, il ne pourra donc pas bénéficier de la réduction d'impôt pour charges de famille, ce qui va donc lui donner un ITS net de 80 000 francs 998, qui viendra donc réduire sa rémunération brute. Après rapprochement des 2 rémunérations brutes, sous l'ancien système, qui s'élève donc à 400, rémunération nette plutôt, sous l'ancien système qui s'élève à 412 223, à partir de janvier 2024, M. Kofi va donc toucher un salaire net de 419 012 francs, ce qui lui donne un gain de 1,6% de rémunération nette à partir de janvier 2024. Cette réforme est donc plus avantageuse pour M. Gombo, car
avec celle-ci, il a un gain en salaire net de 6 789 francs CFA. Qu'en est-il pour le personnage de notre deuxième cas pratique? Notre deuxième cas pratique concerne Gazou la doubleuse. Mariée à Joe Black, ensemble ils ont 3 enfants. Et tout comme M. Gombo, elle souhaite savoir l'impact que cette réforme aura sur sa rémunération brute mensuelle de 1 500 000. Pour y répondre, nous allons procéder de la même façon que nous avons fait pour le cas de M. Gombo. Ainsi, la charge fiscale à retenir sur le salaire brut de Mme Black va donc s'élever à 275 000 francs 34 pour un IS de 18 000 francs, une CN de 104 000 francs 700 et un IGR de 152 334 000 francs. Sous l'ancien régime, donc, son salaire sera donc impacté son salaire brut sera donc impacté de 275 000 francs 334 000. Qu'en sera-t-il à partir de janvier 2024? À partir de janvier 2024, les 150 000 francs qui constituent l'assiette taxable et dont la tranche allant de 0 à 75 000 francs sera exonérée, on aura donc un IS brut de 312 000 francs CFA. Étant mariée et mère de 3 enfants, elle pourra donc bénéficier de la réduction d'impôt pour charges de famille. À ce titre, la loi lui donne 3,5 parts, détaillées comme suit. Le statut matrimonial lui donne droit à 2 parts et chaque enfant lui donne droit à une demi-part, ce qui lui donne 3,5 parts pour une réduction d'impôt mensuel de 27 000 francs 500. Ces 27 000 francs 500 vont venir impacter l'ITS brut pour donner enfin un ITS net de 285 000 francs que l'on va appliquer sur son revenu brut mensuel. Ce qui va donc lui donner un salaire net à compter de janvier 2024 de 1 215 000. Cependant, avant janvier, elle percevait 1 224 976. L'on constate donc que cette réforme est beaucoup moins avantageuse pour Mme Black, car elle perd environ 0,6% de son revenu net mensuel. En somme, il semble que Mme Black fasse partie de l'infirme pourcentage des salariés qui sortent perdants. Je viens. de l'infime pourcentage des salariés qui sortent perdants avec cette réforme. Et pour ne pas terminer sous une note négative, nous avons procédé à des simulations avec plusieurs niveaux de salaire. Le constat est que la grande majorité des salariés sortent avantagés par cette nouvelle réforme. Je vous invite donc à tout un chacun à déterminer son salaire par anticipation pour savoir si vous faites partie des personnes qui sont avantagées ou des personnes qui sont défavorisées par cette réforme. Je vous remercie. Merci Pascal et Jean-Denis. Merci également pour les précisions. Je pense que je vais faire comme tout le monde dans la pièce. Je vais déterminer par anticipation mon salaire à partir de janvier 2024, même si je dois avouer que j'ai des sueurs froides dans le dos. Alors, nous allons passer, je pense que vous avez
On a tous compris comment la réforme fonctionnait. On a vu des cas pratiques. Mais à la demande de Julaya, Deloitte a mis en place un simulateur pour vous permettre à tous, pour nous permettre, parce que je suis évidemment concerné, de déterminer nos salaires nets à partir de la nouvelle réforme. Et celui qui s'en est chargé, c'est notre directeur Risk Advisory IT, M. Hervé Ba, qui va nous présenter cet outil. Bonjour à tous et à toutes. Comme nous l'avons dit tantôt, il a été demandé que nous puissions vous produire un outil qui vous permettrait de calculer de la manière la plus facile possible votre nouveau salaire. Alors initialement, nous réfléchissions à vous mettre à disposition un fichier Excel, sauf que en tenant compte des différentes contraintes que vous pouviez avoir dans l'exploitation d'un tel fichier, nous nous sommes dit qu'il serait plutôt intéressant de vous mettre à disposition une plateforme web à laquelle vous pourrez accéder, que ce soit depuis votre téléphone, un ordinateur ou partout où vous serez. Et donc, notre partenaire Julaya a bien voulu mettre à disposition sur son site une page sur laquelle vous pourrez vous inscrire et obtenir le lien d'accès à notre simulateur. Donc vous l'avez là, www.reformits.julaya.co. Une fois que vous accéderez à ce site, vous aurez la possibilité de tester notre simulateur. Simulateur, comme je le disais, qui se veut ludique, simple d'utilisation, parce que lorsque nous avons eu à faire les différents tests tout à l'heure, nous nous sommes rendus compte qu'il y a déjà assez de complexité dans le calcul pour qu'on puisse vous rajouter encore d'autres éléments de complication. Donc, si la régie est prête, nous allons vous présenter rapidement l'outil et nous ferons ensemble, au cours de la phase des questions-réponses aussi, quelques simulations pour ceux qui souhaitent dès à présent connaître le niveau d'imposition auquel ils seront soumis. Voilà, donc ça c'est la page sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Et si la régie est prête, on va afficher le simulateur. Réforme its.julaya.co, c'est vraiment l'adresse à retenir pour accéder à notre simulateur. Les éléments de simulation que nous allons utiliser sont ceux qui ont été présentés tout à l'heure par mon collègue. Donc le salaire, calculer le salaire de Kofi Gombo et puis de Gazou la doubleuse. Ok, nous y sommes. Donc, vous voyez ici notre simulateur. Nous l'avons voulu très simple. Est-ce qu'on peut fermer la boîte de dialogue qui s'affiche, s'il vous plaît? Il faut refuser, il faudra refuser. Voilà. OK. Donc, nous sommes allés sur un modèle, un formulaire très simple qui vous présente dans un premier temps un champ de saisie pour le revenu brut imposable. Vous pourrez saisir votre situation matrimoniale, donc marié, célibataire, veuf ou divorcé. Ensuite, le nombre d'enfants que vous avez à charge. Et un élément dont on ne tient pas compte souvent, ce sont les personnes infirmes à charge, qui, elles, rajoutent une part, contrairement aux enfants à charge qui rajoutent une demi-part. Donc, nous l'avons également intégré de sorte à ce que vous puissiez, si jamais vous êtes concerné, en tenir compte dans le calcul du nombre de parts. Donc, comme je le disais, formulaire très simple. Vous renseignez le revenu brut, vous choisissez la situation matrimoniale, le nombre d'enfants à charge et les personnes infirmes à charge. L'outil se charge de vous calculer automatiquement le nombre de parts et une fois que
vous validez avec calculé, il vous présente l'impôt selon l'ancien régime et également l'impôt suivant le nouveau régime, mais cette fois-ci en allant un peu plus dans le détail avec les différentes tranches d'imposition. Donc on va faire la simulation rapidement pour Kofi Gombo, 500 000 francs de salaire brut. Hervé, oui. Excuse-moi, avec ta permission, nous allons faire intervenir nos invités pour qu'ils nous donnent des exemples de rémunération brute. On va confirmer déjà avec une fois que ça sera fait. Et puis on marche. Passe rapidement. Donc Kofi Gombo, 500 000 francs célibataire sans enfant, nombre de parts, une part, et on peut calculer. Voilà. Donc j'espère que ce sont les bons résultats qui sont là. C'est bien cela. Première tranche, 0%. Deuxième tranche, 26 000, ce qui représente 7%. Et la deuxième tranche, 54 600, qui représente 21%. Donc, une fois qu'on a confirmé cela, on va faire le test maintenant avec des personnes dans... Vous n'êtes pas obligé de donner votre salaire à vous, hein, ça peut être celui du voisin ou d'une personne que vous connaissez. Mais on peut essayer avec les 8 millions, parce que j'ai entendu M. Wabi parler de 8 millions, ça peut être intéressant. On peut essayer avec... dessus là. On peut essayer avec 8 millions de rémunération brute. 8 millions. Là, j'ai 800... Enfin, je vois bien. C'est ça, c'est 8 millions. Bon. OK, marié. 5 enfants, d'accord. Marié, 5 enfants, d'accord, calculé. On a donc ici un impôt ancien régime qui sera autour de 2 087 et plus bas, pour le nouveau, il sera autour de 2 057 500. Donc, c'est plutôt favorable à 8 millions. En fait, il y a le nombre d'enfants aussi. 2 enfants. OK, à 2 enfants. On reprend juste avec le nombre d'enfants. 2 enfants. OK. Descend, calculer. Donc, 235 000 et puis 2 074. Ils payaient plus d'impôts avant. Là, c'est toujours encore favorable. Peut-être que si on va au-delà des 8 millions, puisque c'est la tranche maximum, donc si on fait 8 500 000, peut-être qu'en ce moment-là, on va tendre vers la rémunération de M. Ravi. Oui. Oui, ce n'est pas pris en compte, hein, les incidents CNPS. Là, on est sur... non, on est vraiment sur le calcul de l'impôt. On n'est pas encore sur l'incidence de la CNPS. On ne calcule pas le salaire net ici, on calcule l'impôt. Donc, à 8 500 000, voilà, 8 500 000, mariés, 2 enfants, on calcule. Là, 2 393 000, descend 2 214 000. Ça va toujours. D'accord. Alors, on va prendre quelques propositions. En fait, je vois qu'il y a des interventions en ligne sur le lien. Le lien sera mis en ligne, donc le Go Live, ça sera juste après cette présentation. L'idée, c'était pour vous donner la primeur de l'information. Vous allez recevoir un email et puis vous aurez le lien pour pouvoir accéder au fichier. D'accord. Donc, si nous n'avons pas d'autres interventions par rapport au simulateur que vous aurez le temps de tester et d'éprouver, nous allons passer aux questions. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation. Alors nous allons recueillir vos préoccupations. Vu les réactions, j'imagine que vous devez en avoir un certain nombre. Alors nous allons commencer, bien sûr, par nos invités en présentiel. Et juste après, nous allons recueillir les questions de nos invités en ligne. Alors, on a une question au fond. Ah, d'accord. Monsieur viendra vers vous, ne vous inquiétez pas. Monsieur Soumaoro, nous vous écoutons.
Bonjour à tous, je suis M. Soumaoro Moussa du port autonome d'Abidjan. Alors ma question est relative à la variation du nombre de parts en cours d'année. Alors est-ce que ce serait un peu comme l'ancien système où effectivement si je connais une variation de situation de famille ou de nombre d'enfants qui a un impact sur mon nombre de parts, où je peux effectivement régulariser mon IGR. Est-ce que ça sera pareil pour le nouveau système? Alors, M. Soumaoro, si nous avons bien compris, vous voulez savoir si les régularisations qui sont effectuées en fin d'année en général auront lieu avec le nouveau système, c'est bien ça? Oui, les régularisations qui sont faites suite à un changement dans votre situation familiale. D'accord. Alors, moi c'est pratiquement la même question, mais portant sur les bruts, la détermination du brut imposable. Est-ce que les mêmes problématiques d'avant, en termes de les catégories de brut qu'il faut ajouter, qu'il faut retrancher, jouent encore avec la nouvelle norme? Moi, je suis Marina Blessoué de Solibra. Ma question, c'est sur les charges patronales. Ça n'a pas été abordé, alors je voudrais bien savoir si ça reste pareil ou est-ce qu'on aura une modification aussi des charges patronales? Merci. Bonjour à tous. Je suis Venceslas Kwame de MAM Conseil. Moi, j'ai deux questions particulières. Je voudrais savoir, on sait que dans les petites entreprises, les salaires en général sont négociés au net. Les gens négocient très souvent au net. Est-ce qu'avec cette nouvelle réforme, est-ce qu'il y a un test qui oblige les employeurs à augmenter ou à faire une sorte de révalorisation sur les salaires? Et ma deuxième question, est-ce que le nombre de parts est toujours maintenu à 5? Est-ce qu'on ne dépasse pas au-delà de 5? Je ne sais pas s'il y a les nouvelles tests aussi prévoient. Juste les deux questions. Merci beaucoup. Bon, on va prendre une dernière question parce qu'on a 500 invités en ligne qui veulent également poser des questions. Donc, on va vous prendre et puis... Bonjour, je suis Christelle Tousséa de Radio Nostalgie. Ma question se porte sur la note de la DGI. Alors, on sait qu'une loi est applicable dès sa promulgation au JO. Donc, à partir de cet instant, c'est un acquis pour les salariés, ceux qui ont éventuellement un surplus sur le salaire net. Et donc, est-ce que l'administration fiscale est fondée dans sa démarche de repousser l'application de la réforme en janvier, sachant que on va dire que c'est un peu porter atteinte aux acquis que les salariés devraient avoir sur le dernier trimestre de l'année. Sachant aussi que, selon la hiérarchisation des lois en Côte d'Ivoire, une loi est la valeur sur une note de l'administration fiscale. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Eh bien, nous prenons bonne note. Ok, donc merci pour l'ensemble de vos questions. Donc, je vais d'abord évoquer la préoccupation de M. Soumaoro, qui demandait si éventuellement les ajustements en termes de situation de famille devaient faire l'objet de régularisation IGR. Est-ce que c'est bien cela? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'expliquait, l'IGR disparaît. Donc il y a une fusion qui fait qu'on passe à un seul et unique impôt. Et donc malheureusement, lorsqu'on prend l'ordonnance telle qu'elle est écrite actuellement, on ne parle plus du principe de régularisation en l'état. Par contre, vous constaterez que si éventuellement votre situation de famille change, je dirais en mars 2024, vous n'aurez pas le même salaire qu'en février. Parce que si vous vous rappelez, lorsqu'on présentait les réductions d'impôts pour charges de famille, en fonction du nombre de parts, vous avez une réduction qui s'applique. Donc si vous aviez 2 parts et que vous passez à 3 parts, naturellement, au cours du mois pendant lequel le changement est intervenu, vous aurez une réduction d'impôts systématique. Est-ce que j'ai répondu à votre préoccupation? Je voulais rebondir sur cette question. Je pense que c'est ça l'intérêt de ce type d'échange, de mettre sur la table des questions qui, dans le test, ne sont pas
clairement définie. Donc, dans l'ancien test, le fait d'avoir un enfant avant le 31 décembre entraînait une régularisation de l'impôt payé depuis le 1er janvier. C'est pour ça que vous avez l'état 301 ici. Voilà. La question qui n'est pas clairement définie, et je pense que c'est un des sujets qui va être mis à l'attention du directeur général des impôts, c'est de dire si cette même disposition s'applique. On comprend que le test ne dit rien en l'état. L'ordonnance ne précise pas cette... Donc, la position, c'est la traduction du test laisse à penser que cette régularisation ne serait pas applicable. Mais on va écrire au directeur général des impôts qui va sûrement faire une communication et va clarifier ce point. Donc, deux cas. Soit vous avez un enfant au 1er janvier de l'année, donc vous vivez ça sur toute l'année. Si vous avez un enfant, je dis en septembre, est-ce qu'on reprend les salaires, les impôts que vous avez payés depuis le 1er janvier? C'est une question qui va lui être posée. Et je pense que dans le sens dans lequel l'administration se trouve de réduire l'effet des salaires, des impôts sur les salaires, il devrait. Mais la question leur sera posée. OK? Oui, non, mais ça sera clarifié par le directeur général des impôts. Je pense que c'est ça l'intérêt de cette discussion. Il écoute généralement nos conférences. On lui fait une bonne petite note et il va répondre à ça. Je te laisse continuer sur les autres questions. Ok, merci Marc. Donc la seconde préoccupation a été posée par M. Kakou, si j'ai bien noté, et elle concerne les modalités de détermination du brut imposable. Donc sur ce point, rien n'a changé. C'est-à-dire on a les mêmes règles d'évaluation qui vont se faire. Là où tout change, c'est au niveau de la détermination du montant de l'impôt, avec la nouvelle application, avec les nouveaux taux qui s'appliquent et le principe de la réduction d'impôt pour charges de famille. Après, si éventuellement ces éléments-là doivent être ajustés, comme l'a dit Marc, cela fera l'objet de communication par les autorités habilitées. Ensuite, il y a Mme Blessoué de Solibra, si j'ai bien noté. On dit là-dessus. Je ne suis pas fiscaliste, mais bon, comme je paye les salaires, donc je connais les problématiques. La question de monsieur est une question très pertinente. Vous savez que les différents annexes fiscaux qui sont sortis ont prévu des... je ne vais pas parler de crédit d'impôt, oui, des exonérations d'impôts pour certaines catégories de salariés, handicapés, des femmes dans certaines situations, les jeunes diplômés, vous voyez, donc ces exonérations ne sont pas sur les impôts. Ces exonérations sont généralement sur la base imposable. Donc, ça ne devrait rien changer. C'est-à-dire que, quand vous avez vu les calculs, ils ont retiré 20%. Ils sont passés d'un salaire brut et on a retiré 20%. Et les exonérations qui sont en cours, ça concerne justement le brut imposable. Donc, ça ne concerne pas l'impôt. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 20%, certains, dans certaines situations, comme prévu dans l'annexe fiscale, pourraient avoir 20% plus 500 000, 20% plus 10%. Donc, c'est ce montant-là du brut imposable qui va être modifié, mais toute la marture de l'impôt sur les traitements et salaires va rester. Voilà. Mais, toutes choses égales par ailleurs, c'est aussi des questions sur lesquelles on va demander au directeur général des impôts de donner une confirmation. Ok, merci Marc pour ces précisions. Donc ensuite, la question qui avait été posée était celle de Mme Marina Blessoué de Solibra, qui s'interrogeait sur le volet de la réforme qui concerne les charges patronales. Est-ce bien ça? On a peut-être omis de le dire, mais cette réforme ne concerne que les retenues salariales. Parce que l'idée, c'était que ces retenues étaient complexes à déterminer, notamment la sienne, la contribution nationale et l'IGR. Par contre, vous convenez avec moi qu'en ce qui concerne la contribution employeur, le principe est simple, c'est de déterminer le revenu imposable auquel on applique des taux selon qu'on soit en présence du personnel expatrié ou local.
Et donc, je vais laisser la parole à Jean-Denis pour la question de M. Venceslas Kwame. Je comprends de sa question qu'il souhaiterait savoir l'impact que cette réforme-là aura sur les contrats de travail de ceux qui ont négocié leur salaire au net. C'est bien ça. Cette question soulève deux problématiques, notamment une juridique et l'autre fiscale. La problématique juridique est que les conventions convenues entre deux parties tiennent lieu de loi à celles qui les ont convenues. Donc, vos propres écrits vous condamnent. Donc, à ce titre, l'employeur est en droit de rejeter votre demande de bénéficier de cette nouvelle réforme. Toutefois, il y a une nuance. Cette réforme est beaucoup plus avantageuse pour le salarié. Une mesure nouvelle qui est avantageuse pour le salarié a tendance à s'appliquer au regard du juge, au regard du droit de travail. Mais est-ce qu'il, moi c'est mon avis, est-ce qu'il est à votre avantage de rentrer en conflit pour une réforme qui aura peut-être une incidence minime avec votre employeur? Je ne pense pas que cela soit la solution. Par contre, si vous avez conclu un salaire au net et que dans votre contrat de travail, il est expressément écrit le salaire brut, vous pouvez utiliser le salaire brut pour demander de bénéficier de cette réforme-là. Je pense que Ursula va rajouter quelque chose là-dessus. Merci Jean-Denis. Je pense que c'est le moment, on l'a vu dans le sondage, c'est le moment de repenser en fait toute la stratégie de gestion des ressources humaines. Voilà, il faut s'asseoir avec l'employeur, discuter, arriver à trouver le juste milieu et surtout évaluer l'impact des uns et des autres, parce qu'on ne parle pas d'impact sur un seul salaire, on parle de toute une société. Donc ça donne du fil à retordre aux ressources humaines. Il faut vraiment s'asseoir, discuter, et puis s'il y a lieu de le faire, comme il a dit, tout ce qui est avantageux pour le salarié, c'est bien entendu applicable. Donc il faut y aller, il faut discuter en interne et puis trouver éventuellement des solutions. Les employeurs. On est concernés, on est nombreux. Il faut revenir au principe de droit. C'est Nemo à auditour. Nul ne peut se prémunir de ses propres turpitudes. C'est-à-dire, si vous avez négocié votre contrat avec un employeur en net, normalement et sans confusion, vous ne pouvez pas bénéficier de cette disposition. Puisque votre salaire, c'est le net. Donc, l'employeur va faire le recalcul de son brut et puis arriver à votre net. Il va faire ce qu'on appelle un gros up et revenir à votre net. Si vous avez négocié votre contrat en brut, vous aurez le bénéfice comme les pertes de cette disposition. Donc, ça, c'est la règle. Maintenant, vous pouvez négocier, mais le droit, il est clair. Parce que comme on a beaucoup qui nous écoutent, il ne faut pas qu'on dise que le droit, là, il est clair. Maintenant, les employeurs, du fait de leur magnanimité, qui sont régulièrement attentifs aux problèmes de leurs salariés, peuvent analyser, c'est ce que Ursula vous disait, l'impact que ça a sur les salariés qui sont plutôt défavorisés, et dit s'ils acceptent de compenser. Donc c'est une négociation que vous pourrez éventuellement faire avec vos salariés, mais qui ne sont pas dans l'obligation de les appliquer pour ceux qui ont négocié leur salaire en net. Maintenant, je mets la question, et nous on pourra discuter, et puis dans le chat vous envoyez prochainement, est-il légal de négocier un salaire en net? Donc, je ne dis pas de répondre, hein. On va regarder cette chose-là et vous envoyer les réponses de cette consultation. Donc voilà, très clairement. Je voudrais, pendant que j'ai le micro, rebondir sur la question de madame, sur la date de prise d'effet de cette disposition. Ursula a dit que cette disposition a été prise via une ordonnance et, sauf erreur de ma part, cette ordonnance ne mentionne pas
la date de prise d'effet. Il revient normalement à une ordonnance d'exécution, hein, comment vous appelez ça? Décret d'application? Règlement. Décret d'application, généralement, quand c'était une loi, décret d'application clarifie. Là, on est passé sur une ordonnance. Je pense que le directeur général des impôts a bien fait de dire la période à laquelle il pense que cette disposition doit s'appliquer, parce que c'était difficile pour les entreprises que nous sommes de pouvoir, à cheval sur 2 législations, mettre en application cette disposition. Je pense qu'il nous a aidés. Parce qu'il fallait pour certains revoir rapidement tous les logiciels. Il y a certaines entreprises, il y a 3 000, 4 000, 5 000, 50 000 employés. Donc, dans la même année, d'aller prendre un nouveau logiciel, de recalculer, est-ce que c'est pour juste les 3 derniers mois qui restent, ou bien on revient. Oui, les problématiques étaient trop complexes. Et je pense que c'est la voie de la simplicité que le directeur général des impôts a pris. Après les dispositions de droit, moi je ne suis pas juriste ni avocat, mais des personnes plus compétentes pourraient venir expliquer que oui, on aurait dû, voilà. Mais de la même façon, on aurait dû, ça allait s'appliquer en plus pour certains, et ça allait s'appliquer en moins pour d'autres. Donc, il y avait ce quiproquo là, et je pense, en tout cas pour ma part, en tant qu'employeur, et vu les difficultés que cela allait nous entraîner de façon pratique, que le directeur général des impôts a bien fait. Et probablement, c'est une question qu'on soumettra aussi au directeur général des impôts et puis à la tutelle, de clarifier aussi, de donner force à la décision qu'il a prise, parce qu'il n'est peut-être pas, au terme du droit, celui qui devrait donner cette application. Mais je suis sûr que le ministre ou le gouvernement renforcerait donc la position du directeur général des impôts par un test qui a force de droit. On a oublié une question, je crois. Non? Le monsieur là-bas avait 2 questions. Wenceslas. On a oublié une question. Voilà, il est plafonné à 5. Il est plafonné à 5. Le nombre de parts n'évolue pas, en fait. Ça n'a pas été revu dans le cadre de cette ordonnance. Il reste comme il était dans l'ancien système. Et puis également, comme Marc l'a dit, et c'est très clair, il y a une stratégie de communication qui avait été prévue avec l'ancien gouvernement, donc l'ancien ministre, enfin, le ministre du budget avant le changement de gouvernement, même si, voilà, je ne vais pas aller au bout de mon propos, donc avec le ministre du budget. Et donc cette phase de communication sera mise en place. C'est pour ça qu'on est tous chanceux d'avoir justement cette conférence qui est la première du genre sur cet événement. L'administration a prévu de le faire, mais ils ne l'ont pas encore fait. On va peut-être prendre, si Paul est dit non, il n'est pas dans la salle en ligne. Ah, tu es là. On va prendre les questions en ligne. Ils les ont déjà reçues. Pascal, la première question. Donc, la première question, c'est... Sidi Bem, bon, c'est des noms abréviés. Est-ce que cette réforme s'applique aussi aux non-nationaux, tout en sachant que le taux de l'IS pour ces personnes, conformément à l'ancien régime, est de 10,4%? Donc, la réforme s'applique à tout salarié exerçant son activité professionnelle en Côte d'Ivoire. Par contre, le second volet de la question concerne la contribution employeur, qui, elle, ne change pas. C'est-à-dire, dans le mode de détermination des retenues salariales de tout salarié travaillant en Côte d'Ivoire, on va tenir compte de la réforme. Par contre, il faut, comme on l'a dit, comprendre que la réforme ne concerne que les retenues salariales. Donc le taux de 10,4% que M. Sidi Bem évoque demeure échangé. Ensuite, on a une question de M. Loès Patrick Stéphane Esso. Donc, sa première question concernait la part patronale, comme par le passé, où est-elle exclusivement supportée par le salarié? Donc, il n'y a toujours pas de changement sur la part patronale et elle demeure à la charge de l'employeur. Ensuite, il indique, la deuxième point salarié ayant signé un contrat honnête, est-il en droit de bénéficier de cette réforme en dépit du verrou salaire négocié? On a déjà répondu avec Marc. La plupart des questions, en tout cas, tournent autour de celles qui ont été posées. Je regarde rapidement s'il n'y a pas de nouvelles questions. Oui. Il y a une question, j'ai malheureusement pas le nom de la personne. Il demande, est-ce que la réforme intègre le prorata
avec les jours fiscaux dans la détermination des ITS? Si oui, est-ce que le crédit d'impôt sera proportionnel aux jours fiscaux? Donc, le principe du prorata demeure inchangé. Donc, la détermination du revenu imposable sera en fonction de la période au cours de laquelle vous avez travaillé. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair ou si éventuellement des questions sur ces éléments. N'hésitez pas, hein. L'idée, comme l'a dit Marc, c'est de recenser vos éventuelles observations à l'effet de les porter à l'administration fiscale ivoirienne, pour vraiment tenir compte de vos avis et améliorer davantage la réforme, puisque l'administration est dans un processus perpétuel d'améliorer les choses. Donc n'hésitez pas. Paul Eddy, je te laisse la main. Merci pour toute cette présentation. Je suis M. Raoufou. Je reviens sur la question des travailleurs qui signent des contrats au net. Voilà. Alors, quand on signe le contrat au net, ce n'est pas le montant net d'impôt qu'on prend pour déclarer le salaire. Donc, on revient à un montant brut. Donc, pour ma part, je pense que pour les travailleurs qui ont signé des contrats au net, il faut remonter au montant brut et tenir compte de ça pour faire les calculs en tenant compte de la nouvelle réforme. Moi, c'est ce que je pense. Il ne faut pas léser les travailleurs. Merci bien pour la présentation. Moi, je suis Évariste Kadia de Ceres Capital. Tout à l'heure, dans la simulation qu'on a fait, on s'est rendu compte que Mme Blake, c'est ça, elle avait perdu, je crois, 0,6% des revenus qu'elle avait auparavant. Alors, je veux savoir quelle disposition a été prise pour ce genre de cas. Parce que lors de la présentation de la DGI, on a fait des simulations, on a vu qu'il y a certaines personnes qui perdaient assez. Donc, je veux savoir, ce genre de personnes, quelle est la disposition qui a été prise pour eux? Parce que si l'objectif est de lutter contre la cherté de la vie, mais là, ce dernier, ça sera difficile encore pour lui. Donc, je veux savoir. Ok. Bonjour, Madame Chamaro, cabinet ISAN et Consult. Au fait, je voulais revenir au mode de calcul. J'ai peut-être mal compris. Par rapport au nouveau mode de calcul, il n'y a plus l'abattement des 20% pour calculer l'ITS. Parce que dans les tranches, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même l'abattement, ou bien peut-être j'ai mal compris. Parce que dans les modes de calcul, j'ai vu maintenant qu'il y a les tranches, mais l'abattement de 20% qu'on faisait avant d'appliquer les taux, il me semble que ça a disparu. Je ne sais pas si... Bonjour tout le monde. Moi c'est Abdoul Diaré de Carinor. Je voulais revenir sur la problématique des salaires négociés au net. Parce que généralement, avec les contrôleurs d'impôts, je crois qu'ils font des calculs pour pouvoir faire les impositions, quand on veut faire des redressements, généralement. Donc c'était une problématique qu'il faut essayer de voir comment est-ce qu'il faut insérer ça dans le processus, quoi. Les calculs, les salaires négociés au net. Voilà. Lorsqu'il y a des contrôles d'impôts pour faire les recalculs, ils recalculent les impôts. Donc, je pense qu'ils ont une méthode de calcul qui est similaire à ce qu'on connaît généralement. Donc, c'est une problématique qu'il faut revoir, à mon avis, qu'il faut insérer, quoi. En fait, c'est pour intervenir un peu sur ce que mon confrère vient de dire. Bon, moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Hein, parce que lorsque nous négocions notre salaire au net, il appartient à l'employeur de déterminer le brut. Et si demain, il y a un contrôle fiscal, l'administration fiscale va se baser sur les différents éléments, à savoir le livre de paye. Et sur cet élément, il y a toutes les informations qui concernent l'employé en question. Donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. En 2024, pour celui qui viendra négocier un employeur qui va embaucher un employé, cet employé va négocier son salaire au net. Et l'employeur, à travers la réforme, va voir quel mécanisme mettre en place pour pouvoir déterminer le brut de ce dernier et puis faire le calcul. Donc, je pense qu'à ce niveau,
il n'y a pas vraiment de problème. Donc, excusez-moi, je voulais poser une question que m'a envoyée un de mes amis. Alors, il dit, avant la réforme, la période d'étalement était prise en compte pour la liquidation des impôts sur les droits de départ. Qu'en est-il avec la nouvelle réforme? Est-ce qu'on prend les jours fiscaux pour le calcul des droits? Oui. Est-ce qu'on prend les jours fiscaux pour le calcul des droits sont pris en compte par les impôts? Qui n'est d'ailleurs pas là. Il est en ligne, votre ami? Bon, on va dire bonjour à votre ami. On a bien pris le point. Je vais répondre à la première question qui est de savoir quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour Madame Gazou Blek. Rien du tout, malheureusement. C'est dur. Mais comme je vous l'ai dit, l'administration a étudié 4 scénarios. Et celui qui a été pris en compte, donc celui qui est l'objet de l'ordonnance, c'est celui qui fait le moins mal pour la population. Donc il y a des perdants, je vous le disais dans les statistiques, il y a 95% de personnes qui sont gagnants. Malheureusement, il y a 5% de salariés qui sont perdants et Madame Blek fait partie des 5% perdants. Donc malheureusement, il n'y a rien de prévu à ce stade. Peut-être que l'administration pourra apporter certaines précisions. La deuxième question, Jean-Denis. Concernant la deuxième question, je pense qu'elle souhaitait savoir l'assiette de l'impôt applicable avec l'assiette de l'impôt avec la nouvelle réforme. Avant, pour un salaire de 500 000 francs, le salaire taxable correspondait à 80% des 500 000 francs. À partir de janvier, le salaire taxable correspond à la rémunération brute, c'est-à-dire les 500 000 francs. Donc il n'y a plus d'abattement, il y a juste une portion qui correspond à qui correspond à 75 000 francs qui sera exonérée d'ITS. Merci. A pris 1,5. Oui, on a pris 1,5. On peut repartir. On peut revenir sur les formules pour que vous puissiez voir. Ah oui, c'est vrai. Vas-y. On avait répondu à la question, monsieur, on avait répondu à la question du monsieur en ligne. Non, on n'avait pas répondu. Donc, si je reformule la question, c'est de savoir si éventuellement les règles de détermination des droits de départ, donc indemnité à la retraite, de licenciement, etc., demeurent inchangées. L'ordonnance n'en parle pas. Donc, du coup, on considère que ça reste échangé jusqu'à ce que l'administration puisse communiquer là-dessus. J'ai énormément de questions en ligne, je ne sais pas si on les a. Oui, j'ai un certain nombre de questions en ligne que je vais te lire. Je lis celle que j'ai, puis après... Ça marche. Ok. Donc, il y a la question de Madame Sylvie Martine qui demande, est-ce que nous aurons de nouveaux formats pour les régularisations d'impôts en fin d'année, notamment l'État 301? Par principe, oui, puisque on passe de 3 impôts à un seul impôt, et pour ceux qui sont familiers de l'État 301, sur cet État-là, on a les retenues salariales pour l'ensemble des salariés. Donc du coup, si le mode de calcul de l'impôt change nécessairement, on devrait en principe avoir de nouveaux États 301. Mais pour l'heure, l'administration n'a pas encore communiqué sur la date à laquelle ces différents États-là seront disponibles. Et j'en profite pour les régularisations qui se feront à partir de février 2024 pour l'exercice 2023. Vous utilisez les anciens formulaires puisque la régularisation porte sur des années, enfin sur une année couverte par l'ancien dispositif. Alors, oui. Non, c'était juste, c'était que les nouvelles en fait, la dame, il y avait une coquille dans la présentation. Mais le calcul se fait bien avec le salaire, vous voyez, 100%. Alors, nous avons d'autres questions en ligne. Pour nous qui utilisons SagePay pour le calcul de nos salaires, serait-il possible de paramétrer le nouveau mode de calcul? C'est ça la question. Pardon?
D'accord. Bon, à notre participant en ligne, je pense que les invités en présentiel ont répondu en partie à votre question. Il faudrait vous rapprocher de votre intégrateur. Alors, s'il faut recalculer le sursalaire d'un salarié qui aurait négocié au net afin de maintenir son net indemne, cela signifie-t-il que pour l'augmentation des salaires de base catégorielle, le même principe devrait s'appliquer? Donc, pas d'impact en termes de pouvoir d'achat. Bon, c'est assez complexe dans la formulation. Je vais vous faire part de ma compréhension. Alors, il parle bien évidemment des salariés qui ont négocié au net. Il voulait savoir s'il y avait un changement sur la question. Je pense qu'on a déjà répondu. OK. Alors, quel est l'impact de cette réforme sur les journaliers? L'étude ne parle pas vraiment d'eux. Est-ce qu'ils sont pris en compte dans cette réforme? Arsène Gueye, Ola Magri. D'accord. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde la structuration de la réduction d'impôts sur charges de famille, effectivement, on part sur des bases mensuelles. Mais ce qui se faisait auparavant, c'était la règle du prorata pour les journaliers, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vrai que le dispositif ne parle pas de la réduction d'impôts, notamment par jour, donc, mais ce sera juste un calcul divisé par 30 et on aura le montant applicable. Merci beaucoup. On a une autre question, mais cette fois c'est en présentiel. Monsieur Aka. Bonjour à tous. Fabrice Aka, directeur du risque du contrôle et de la qualité, GNA Côte d'Ivoire. Ma question est directement adressée à Deloitte et Dulaya. On a tous compris, on va dire, l'enjeu en termes de planification budgétaire, de pouvoir analyser l'impact de cette réforme sur nos charges salariales. Ma question, aujourd'hui, on a vu Dulaya en fait faire une proposition de solution salarié par salarié. Est-ce qu'il est possible au jour d'aujourd'hui d'envisager l'intégration d'un fichier complet pour pouvoir donc faire une analyse d'impact sur l'ensemble du staff? Et deuxièmement, juste en lien avec la question sur l'intégrateur SagePay, nous aurons la problématique effectivement de pouvoir quelque part, on va dire, auditer le paramétrage qui sera fait. Est-ce que Deloitte pourra nous accompagner dans la mise, voilà, la mise, enfin, ou bien alors la revue de ces travaux-là? J'aime beaucoup tes questions. J'aime beaucoup. Donc, je regardais Christian, on s'est fait les signes des yeux là. Je vais te laisser intervenir ensuite. Hervé va prendre la main parce qu'on a tous les spécialistes chez Deloitte. Christian, donc, est directeur expertise comptable BPS, donc, qui s'occupe de la paie notamment. Il pourra apporter certaines précisions. Okay. Bonjour à tous. Je suis Christian Nouman, directeur du département BPS, qui est l'expertise comptable. Donc, en interne, nous avons toutes les compétences pour vous accompagner sur tous les changements. Nous avons une offre que nous avons étudiée pour les simulations et aussi nous avons une offre pour un accompagnement mensuel aux besoins et éventuellement en fonction des besoins spécifiques que vous auriez, c'est-à-dire notamment sur des audits de votre logiciel de paie. En collaboration avec Hervé, nous pouvons intervenir et nous assurer que l'application est correctement paramétrée et confirmer que les données sont correctement évaluées. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, il suffit juste à la fin du séminaire de vous rapprocher des différentes équipes et nous pourrons vous donner nos cartes et vous proposer. Ok, il n'y a pas de problème. Merci bien. Je voulais compléter un peu sur ce que Christian a dit. Effectivement, nous pouvons vous accompagner sur l'audit du paramétrage, mais en plus aussi vous faire une simulation sur l'impact que vous pourrez avoir de manière globale sur les salaires. Et puis au-delà même sur toute la stratégie RH, on a également des personnes qui pourraient vous accompagner là-dessus. Comment faire passer les messages, les bons messages. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur la partie le net, le brut. On a des spécialistes qui ont l'habitude justement de gérer ce genre de questions et on pourrait vous accompagner. On pourra. Ce n'est pas au conditionnel. C'est sûr qu'on pourra le faire. Il y a une dernière question. Ça marche.
apporter un élément de réponse à monsieur. Vous m'entendez? Super. Donc, je me représente Christophe Atto, Société Atwork, et donc je voulais répondre à monsieur qui avait posé la question, qui avait soulevé la situation de Gazou la doubleuse, du coup qui perdait un peu et qui s'est demandé comment, qu'est-ce qu'on pouvait mettre à côté. Alors nous, notre spécialité, c'est les avantages en nature, spécialement sur la nourriture, et justement, je pense que c'est le bon moment pour intégrer ce genre de dispositif. Je donne un exemple. Dans la base imposable, il faut savoir que jusqu'à 30 000 francs par mois et par salarié, tout ce que vous donnez à vos salariés pour la nourriture est exonéré d'impôts sur les traitements et salaires jusqu'à 30 000 francs par mois et par salarié. Donc pour quelqu'un comme Gazou, c'est typiquement le genre de dispositif qui a été prévu depuis 2018, la note dont je vous parle, qui peut venir accompagner vos salariés. Donc il y a la nourriture principalement qui est notre domaine. Il y a également d'autres dispositifs, par exemple sur le transport, que vous pouvez aussi envisager pour accompagner les salariés que vous pourriez avoir dans cette situation. Voilà, c'était pour. Enfin, je ne voulais pas laisser monsieur qui pense beaucoup à ses salariés. Je voulais lui apporter un élément de réponse. Merci. Bon, je pense qu'on avait une dernière question en ligne, si je ne m'abuse. On avait une dernière question en ligne. Bien. La plupart des questions. Oui, c'est des questions auxquelles sont des questions auxquelles nous avons déjà répondu. Donc je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons mettre un terme à notre séance d'échange, à notre conférence. Nous allons demander à M. Wabi, oui, de bien vouloir nous adresser son mot de fin. En tout cas, je voudrais, au terme de nos échanges, vous remercier encore de votre participation à cette conférence donc, sur la présentation des dispositions nouvelles de la réforme sur l'impôt sur les traitements et salaires. Je pense qu'on a eu des échanges qui ont permis de mettre en lumière les besoins de clarification. Donc, en votre nom à tous, nous allons adresser donc ces demandes de clarification, de confirmation ou d'information au directeur général des impôts. C'est ça aussi l'intérêt des échanges que nous avons avec nos clients, avec les prospects et avec les étudiants, de pouvoir avoir dans des délais très courts une traduction des réformes et attirer l'attention donc de la direction générale des impôts, attirer l'attention du gouvernement sur les initiatives et les réformes qui sont mises en place et sur la façon aussi de les faire évoluer en fonction des besoins des populations. Donc on note, c'est vrai, cette question qui pour moi est plutôt juridique que fiscale, sur la base donc, de contractualisation entre un employeur et son employé. Je pense que les dispositions de droit sont assez claires sur la question. Il est peut-être appelé donc, la magnanimité des employeurs pour analyser donc l'impact de cette disposition sur leurs salariés et voir comment les adoucir pour leur permettre de continuer, de maintenir leur capacité d'achat. En tout cas, je voudrais vous remercier au nom du cabinet de loi, des associés, de l'ensemble du personnel. Je voudrais vous remercier de votre présence. Je voudrais aussi féliciter les équipes juridiques et fiscales et les équipes de la Greenhouse qui ont travaillé vraiment durement pour vous permettre d'avoir cet instant. En tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Je crois qu'on a été à des pics de 500. De plus de 500 personnes. Donc, ce qui traduit donc l'intérêt de cette conférence. On va continuer d'être très en avance, de pouvoir faire un inventaire des questions qui intéressent les entreprises, les employés et aussi la population, et de façon régulière donc échanger donc sur ces sujets-là. C'est dans ce cadre qu'on fait l'annexe fiscale et qu'on s'engage dans différents autres événements. En tout cas, merci à vous. Et puis, je crois qu'il y a un cocktail qui vous est proposé. Désolé pour les 500 personnes qui sont à distance, mais bon, vous êtes des privilégiés et ça nous permettra de partager ensemble donc, sur des questions que vous n'ayez pas pu poser en session plénière. Merci beaucoup pour votre participation.
Leader mondial des services professionnels, Deloitte est engagé en Afrique et en Côte d'Ivoire aux côtés du secteur public et du secteur privé pour un impact durable. À travers le monde et en Afrique francophone, nous offrons à nos clients un accompagnement de proximité et sur mesure grâce à la maîtrise des enjeux locaux. Notre dimension panafricaine nous permet une coordination forte et une synergie d'expertise au service de nos clients. Avec plus de 415 000 collaborateurs implantés dans plus de 150 pays, Deloitte a su gagner depuis plus de 175 ans, par sa qualité de service et l'expérience de ses talents, la confiance de ses clients et des marchés, et ainsi créer la différence. Fondé en 1992, suite à la fusion de plusieurs cabinets locaux et internationaux existants, Deloitte Côte d'Ivoire intervient en Afrique de l'Ouest en collaboration avec les bureaux du Togo, du Bénin et du Sénégal. L'expertise et l'engagement de nos associés et collaborateurs permettent d'accompagner les entreprises et institutions privées et publiques, nationales, panafricaines et multinationales, à relever le défi de la croissance en Afrique et à gagner dans un monde qui change. Deloitte Côte d'Ivoire propose des solutions adaptées aux enjeux clés de développement des entreprises et des institutions à travers un portefeuille d'offres de services diversifiés. Le métier d'auditeur est intimement lié à la notion de tiers de confiance. Chez Deloitte, nous sommes convaincus que le rôle des auditeurs est essentiel pour témoigner auprès de tiers de la qualité des états financiers et de l'environnement de contrôle des entreprises. L'auditeur est un rouage essentiel de la gouvernance et travaille dans l'intérêt de la société en contribuant à son environnement de contrôle. C'est dans ce rôle qu'il peut établir une véritable relation de confiance avec les dirigeants. Les méthodes, les profils et les périmètres d'intervention des auditeurs ont changé. L'auditeur de demain doit avoir une connaissance accrue des modèles d'affaires et un champ d'expertise plus vaste. Il doit s'entourer d'experts et disposer d'une plus grande acuité sur le plan technologique. Dans quelques années, nous voulons pouvoir dire que nous aurons été les pionniers de la transformation de l'audit. Nous aurons inventé un audit en phase avec son époque. Un audit qui trouve des solutions sans compromettre l'exigence intrinsèque de notre métier. La nature même d'une entreprise est de progresser, se transformer et tendre vers l'excellence opérationnelle. Surtout lorsqu'elle conquiert de nouveaux marchés ou adapte son organisation aux exigences de l'économie. Ces évolutions entraînent des changements en termes de management, d'organisation, d'efficacité et introduisent de nouveaux risques. Deloitte Conseil accompagne les organisations publiques et privées dans leurs projets de transformation et de recherche de la performance. Nous aidons à concevoir, à mettre en œuvre et à conduire le changement des organisations, des processus et des systèmes d'information. Avec un réseau de 60 000 professionnels dans le monde et près de 200 en Afrique francophone, Deloitte est le leader mondial du conseil. L'esprit jeune et dynamique de notre organisation offre des perspectives d'apprentissage et d'évolution rapide et promeut surtout la créativité de nos talents. En Côte d'Ivoire et dans la sous-région, les entreprises et les organisations sont confrontées à des évolutions rapides et radicales de leur environnement. Bien souvent imprévisibles, elles peuvent avoir des conséquences importantes sur la viabilité ou la profitabilité des organisations. Les équipes de gestion des risques de Deloitte Côte d'Ivoire interviennent à tous les niveaux de l'entreprise pour évaluer et modéliser ces risques. Notre rôle est d'aider les entreprises à mieux piloter leurs risques. Pour cela, nous identifions, nous évaluons et nous modélisons les risques et menaces auxquels les organisations peuvent être soumises. Enfin, nous proposons des dispositifs de contrôle pour détecter en amont les risques et aussi minimiser l'occurrence et l'impact de ceux-ci. Conduire ces missions nécessite une expertise importante. Elles peuvent concerner de nombreux domaines et des secteurs très variés. Il faut démontrer des capacités d'évaluation et de modélisation en alliant rigueur et compréhension de l'environnement opérationnel de nos clients. Les domaines concernés par la gestion des risques sont les risques financiers, opérationnels, de développement durable, sociaux, environnementaux et la cybersécurité. Fort d'un réseau de professionnels de gestion des risques animés de l'esprit d'entreprise, Deloitte Côte d'Ivoire intègre des savoir-faire innovants et promeut l'innovation et la créativité de ses collaborateurs. Manager des équipes à taille humaine, intervenir sur les problématiques commerciales et travailler dans une ambiance de travail collaborative.
tout est fait pour développer le parcours professionnel de nos talents au service de nos clients. Notre métier devient passionnant. Financial Advisory conseille et accompagne les dirigeants, actionnaires, investisseurs financiers et banquiers dans leurs projets d'acquisition, de cession et de restructuration pour répondre à l'ensemble des enjeux stratégiques et opérationnels d'une entreprise tout au long de son cycle d'investissement. Nous disposons de connaissances sectorielles et d'une présence régionale permettant d'accompagner nos clients dans l'ensemble des pays de la sous-région et de formuler des recommandations innovantes et efficaces adaptées à leurs besoins. Pour répondre aux besoins de nos clients, nous offrons une large gamme de services autour de la transaction. Transaction-service avec la réalisation des due diligences financières à l'achat ou à la vente. La détermination de la valeur d'une société, encore appelée évaluation. Et la gestion du processus de fusion-acquisition M&A end-to-end, la modélisation financière et le conseil en financement de projets d'infrastructure et PPP, ainsi que l'assistance à la levée de fonds. Aussi, au travers de son activité Deloitte Forensic, nos experts aident à prévoir, détecter et faire face aux crises et litiges liés à la gestion des entreprises ou des administrations. Pour cela, nous rassemblons des experts en investigation spécialisés dans le domaine de la fraude, de la corruption, du blanchiment d'argent et de la conformité. Tax and Legal. Dans l'environnement actuel d'extrême compétition et de mutation rapide, nous mettons à la disposition de nos clients et des marchés notre expertise avérée en matière de stratégie fiscale et juridique afin de répondre à leurs objectifs de rentabilité et de sécurité. Deloitte Juridique et Fiscale se fixe donc l'objectif de mettre la dimension juridique et fiscale au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises. Nous exerçons un métier unique qui offre le meilleur du droit et du conseil. Ainsi, nous allons au-delà de la consultation juridique en intégrant les univers et les problématiques de nos clients. Notre activité BPS ou expertise comptable accompagne les organisations tant dans la mise en conformité avec les obligations comptables, sociales et fiscales que dans les projets de transformation, d'optimisation de l'efficience opérationnelle et de la performance. Notre offre digitalisée Deloitte Direct permet aux chefs d'entreprise d'avoir accès en temps réel aux logiciels de gestion de leurs activités et aux informations comptables et financières dans le souci de faciliter leur prise de décision. Nous intégrons également au sein de BPS notre offre d'accompagnement des PME et TPE locales et des entreprises familiales depuis la création jusqu'à la transmission des activités, en passant par toutes les étapes de développement d'affaires. De par notre approche et nos outils qui intègrent les nouvelles technologies, à savoir la dématérialisation, la robotisation, nous nous adaptons de manière agile aux enjeux spécifiques des organisations pour proposer des solutions disruptives au service de la qualité de l'information financière. Nous sommes convaincus que l'innovation est au cœur de la réussite et de la résilience des organisations. Notre Greenhouse est un espace intégrant des outils et technologies de dernière génération, dédiés à l'innovation et à la créativité. Elle a été conçue et pensée pour faire naître les projets à fort impact de nos clients en adoptant une approche disruptive. L'excellence du service rendu à nos clients repose en grande partie sur l'expertise de nos fonctions internes. Notre ambition à travers nos principes et valeurs est de faire grandir nos talents et leur proposer des trajectoires de carrière d'excellence. Nous inspirons nos talents à apporter de la valeur en leur proposant un environnement de travail stimulant et offrant de nombreuses opportunités pour accélérer le développement de leur excellence sur le plan professionnel et personnel. Cette excellence réside également dans notre engagement pour la diversité et le respect de nos équipes, ces femmes et ces hommes mobiles, motivés et ouverts au monde. Nos bureaux prennent des formes variées pour faciliter le travail collaboratif. Au-delà du bien-être au travail, les aménagements répondent à deux impondérables, la flexibilité et la transversalité. Deux éléments faisant écho à la transformation de nos métiers et à la manière d'accompagner ce changement.
Par nos activités sociétales et la Fondation Deloitte, nous nous engageons au quotidien pour l'éducation, la santé et le développement de la femme et de l'enfant et l'entrepreneuriat des jeunes. Le succès de notre firme repose sur un ensemble de principes et de valeurs, plus que jamais nécessaires pour répondre aux attentes et aux enjeux de nos clients. Ces valeurs constituent le socle de notre double ambition, la confiance de nos clients et l'excellence de nos talents. Deloitte Côte d'Ivoire, un impact qui compte.